Oui, c'est vrai que pendant quelques secondes, je pensais que le jeune Nicolas, c'était moi, mais je les ai particulièrement appréciés. La désillusion a été forte. Plus sérieusement, d'abord, vous remercier de m'avoir invité. Et dans le même temps, vous remercier de la disponibilité et de ce que j'ai entendu, du sérieux que vous consacrez à la mission qui est la vôtre. J'allais vous dire d'emblée, bienvenue dans la complexité. Parce que je pense que vous avez compris que dans le domaine qui nous réunit ici, il y a très rarement de questions simples et de réponses simples. Et si déjà c'est un enseignement que l'on peut partager, ça permettra peut-être parfois de ne pas tomber les uns et les autres dans une forme de simplisme et de rejeter la responsabilité d'une forme d'inertie simplement sur certains. J'ai quand même hésité à venir, mais pas du tout par mépris, pas du tout par doute sur l'utilité de cette convention, mais je me suis dit, mais mon Dieu, le sujet est tellement vaste, par quoi on commence, par où on rentre, comment faire en plusieurs week-ends aboutir peut-être un début de feuille de route ou de propositions qu'on n'a pas pu forcément émerger. Puis à un moment, ça va, il faut laisser les doutes de côté, puis il faut accueillir cette initiative avec cet espoir que cette initiative ne soit pas un aboutissement, mais bien un début. Parce que cette convention citoyenne, elle doit servir peut-être de cadre de réflexion à une prolongation de la présence des citoyens dans de nouvelles institutions. Parce qu'il y a une bonne et il y a une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que par rapport aux enjeux du XXIe siècle, enjeux sociaux, enjeux écologiques, qui l'on voit bien sont en train de se rapprocher, se combiner, de s'alimenter, on n'est pas en déficit d'intelligence, on n'est pas en déficit d'outils, on n'est pas en déficit de moyens. Bon, on aura toujours besoin d'avoir des sauts supplémentaires. Mais il y a une chose qui fait cruellement défaut à tous les échelons, c'est de l'intelligence et de la volonté collective. Et je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Je sais simplement que l'avenir sera radicalement différent du monde d'aujourd'hui, il va l'être de gré ou de force. Mais je sais une chose, c'est que si on veut échouer, alors il faut continuer à entretenir nos petites divisions et à mijoter nos petits préjugés comme si on avait l'éternité devant nous. Il faut de l'intelligence et de la volonté collective. Il faut partager une vision. Ça paraît peut-être un peu utopique, mais peut-être que c'est en creux l'opportunité de cette injonction climatique, c'est que ça va nous obliger à additionner nos intelligences, parce que si on continue à cultiver la culture de la polémique, du ring, de l'affrontement, de la politique partisane, si on continue, nous les citoyens, à avoir une défiance dangereuse vis-à-vis des politiques, et si les politiques, dans le même temps, ne s'inspirent pas de la créativité, de l'inventivité, de l'intelligence des citoyens, on n'y arrivera pas. Chacun doit jouer son rôle. La société, elle a été structurée pour ça. La science nous éclaire. Elle a posé un diagnostic. C'est bien de notre survie dont il est question. Nous pouvons, selon, je dirais, notre volonté, notre intelligence, notre détermination surtout, eh bien, éviter à nos enfants d'être dans un monde cruel ou au contraire. Et tout se joue dans un temps court parce que nous avons perdu énormément de temps. Et nous ne disposons pas de beaucoup de temps. Mais si l'on veut faire face à cet enjeu, il faut faire les choses en grand. Vous savez, quand j'ai quitté avec beaucoup de tristesse le gouvernement, on m'a dit, mais j'ai entendu, il ne s'accommode pas des petits pas. Ce n'est pas un problème de s'accommoder des petits pas, j'engrange tout. Je suis content quand les choses vont dans le bon sens. Mais ce qui nous anime, ce qui nous réunit ici, c'est d'éviter à un moment ou à un autre que la situation nous échappe et que nous rentrions dans une situation irréversible comme la science nous l'a parfaitement modélisé. On veut éviter d'ajouter de l'injustice à l'injustice.
L'enjeu qui nous réunit aujourd'hui, n'en ayez absolument aucun doute, c'est un enjeu de dignité humaine et de justice sociale. Mais c'est un enjeu éminent de solidarité, parce que ceux qui payent déjà les pots cassés des conséquences climatiques, qui est une composante de la crise écologique, ce ne sont pas forcément toujours dans notre hexagone, quoique les choses commencent à changer, des hommes, des femmes et des enfants qui n'ont aucune responsabilité dans un phénomène qu'ils subissent, qui lui-même est la conséquence d'un mode de développement dont ils n'ont pas profité et qui parfois s'est fait sur leur dos. Donc l'enjeu climatique, c'est un enjeu de dignité, de justice et de solidarité. Mais comme il va nous obliger effectivement, il va nous obliger dans un monde qui est fluctuant, où rien ne pourra entraver l'instinct de survie, il va nous obliger à penser, à agir et à créer un monde solidaire. Mais encore faut-il que l'on ait le même diagnostic. Et c'est là où souvent, parfois de bonne foi, il y a un malentendu. Est-ce que la crise climatique et la crise écologique, pardon, les associer parce que les deux se nourrissent? Quand la biodiversité et les écosystèmes s'effondrent, ça ajoute évidemment des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Est-ce que cette crise est une difficulté parmi d'autres que l'on va résoudre? Ou est-ce que c'est une crise qui détermine tout le reste? Et pas ma conviction, ce que nous dit la science, c'est que tout ce qui a de l'importance à nos yeux, tout ce qui a de l'importance à nos yeux, tous les acquis démocratiques, civilisationnels, scientifiques, historiques, peuvent être mis à néant si, à un moment ou à un autre, on laisse les phénomènes nous échapper. Donc, la seule exigence qu'on a, c'est pas de savoir si ce gouvernement fait plus que le précédent, c'est pas de savoir si la France est mieux que d'autres pays européens. La seule question qui prévaut, c'est est-ce que nous allons protéger l'avenir de nos enfants ou non? Est-ce qu'on va protéger la vie? Est-ce qu'on va préserver l'habitabilité de la planète? Et chacun a compris ici intimement que quand on dit on veut protéger la planète, oh, certes, on l'a déjà pas mal dégradée, mais ça sera un non-événement géologique si l'humanité venait à disparaître. C'est bien l'humanité, dans sa diversité, dans sa fragilité, dans sa beauté, que nous voulons préserver. Et ce sont bien les plus vulnérables qui, au jour d'aujourd'hui, sont déjà exposés. Donc l'enjeu écologique, l'enjeu climatique, c'est un enjeu social. Mais il ne peut s'appréhender effectivement qu'avec une dimension, une exigence sociale. Pourquoi est-ce que quand le président m'a proposé d'être ministre, la première chose que j'ai demandé, c'est que le ministère s'appelle le ministère de la transition écologique et solidaire. Ce n'était pas simplement pour avoir un petit changement notable sur le fronton du ministère, c'est parce que j'avais cette intime conviction que cette transition, elle ne peut être solidaire ou elle ne sera pas. Mais comme je pense que le XXIe siècle ne peut être que solidaire ou ne sera pas. Et je fais une petite diversion pour vous dire pourquoi le XXIe siècle ne peut être que solidaire ou ne sera pas, ou en tout cas ne sera pas pacifique. Parce qu'on est dans un monde qui a brutalement changé. Il faut garder ça à l'esprit. Le monde s'est connecté. Et en se connectant, il a non pas réduit les inégalités, il les a confrontées. Il a donné aux exclus la vue sur les inclus. Maintenant, au Sahel, aux Philippines, ceux qui subissent les conséquences des changements climatiques, ils savent très très bien ce qu'ils subissent. Ils savent très bien qu'ils sont des victimes et pas des auteurs. Et donc, si on veut un monde solidaire, si certains veulent aspirer à la paix, eh bien, il faudra un monde plus solidaire. Et pour un monde plus solidaire, dans un monde où chacun le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Amérique du Sud, ce qui se passe à Hong Kong, ce qui se passe en Europe, où les crises sociales se multiplient, il faut bien comprendre que les racines de la crise écologique et de la crise sociale, ce sont les mêmes. C'est issu d'un modèle économique qui détruit, qui accapare, qui concentre la richesse et qui ne la partage pas. Et pardon de le dire, mais si d'emblée on ne pose pas ce constat-là, qu'il faut extraire d'un dogme, d'une vision idéologique ou politique, mais c'est à cela qu'il faut s'attaquer. Un monde où la finance cesse d'accaparer des biens communs au profit de quelques-uns et au détriment du plus grand nombre.
Et un monde ou un modèle économique qui protège le substrat de l'économie, que sont les ressources naturelles et les matières premières, et qui protège nos écosystèmes. Un monde qui donne un statut au bien commun. Un monde où demain, il y aura une institution, je l'espère, qui prendra en charge les biens communs. Et donc tout ça pour dire qu'il faut lever un malentendu. Ce n'est pas un sujet parmi d'autres, c'est le grand sujet. C'est le prisme par lequel on doit faire passer toutes nos politiques publiques, tous nos choix, toutes nos décisions, vers lequel on doit faire converger tous nos investissements, toute notre intelligence, toute notre recherche, mais par lequel on doit aussi tous se retrouver. Parce qu'il y a des moments, quand on est dans des situations quasi de guerre, on ne peut plus se payer le luxe, pardon de vous le dire, mais d'entretenir des divisions réelles ou souvent factices. À un moment ou à un autre, il va falloir remettre l'essentiel à son juste niveau et le superflu là où il n'aurait jamais dû quitter sa place. C'est, je ne sais plus qui disait, dans notre société, l'essentiel est toujours menacé par le superflu. Eh bien, concentrons-nous sur l'essentiel. Et si je dis ça, c'est parce que ça permet tout de suite de rentrer dans le sujet. C'est une transition de société que nous devons opérer. C'est un changement de modèle de société, de modèle marchand, de modèle commercial, de modèle économique. Et comment voulez-vous réussir une transition si on n'a pas une approche systémique? Comment voulez-vous réussir des objectifs comme sortir de ce qui a dopé l'économie dans une partie du monde, de sortir des énergies fossiles et d'aller vers la neutralité carbone avec quelques petits ajustements à la marge, si vous ne faites pas les choses en grand? Comment voulez-vous les rendre socialement acceptables et économiquement efficaces si vous les faites à la marge? Parfois on me dit, mais Hulot, il s'est radicalisé. Non, c'est la situation qui est radicale. Parce que nous avons une fenêtre d'opportunité qui est très courte. Et on ne peut plus perdre du temps dans la division. Et là, je fais un appel à la classe politique. Parce que si effectivement il y a un état d'urgence écologique, si effectivement quelque part c'est des conditions d'existence de nos enfants qui sont en jeu, peut-être des moments on peut se retrouver sur l'essentiel et additionner les intelligences. Ça ne vous choque pas, vous, que dans la classe politique, il y ait certaines formations, et je ne veux ostraciser personne, mais qui ne fassent pas la moindre proposition sur ces sujets, qui se pincent le nez quand le mot écologie est prononcé? Ou que dans un autre camp politique, on continue depuis des années à sous-traiter un enjeu aussi complexe, dans lequel je n'ai pas totalement, ni moi ni personne, une vision absolue. Donc il faut changer d'état d'esprit, il faut un esprit de concorde. Mais il faut faire les choses en grand. Mandela nous disait, nous réduire ne rend pas service au monde. Faire les choses en petit, un peu d'énergie renouvelable, un peu d'agriculture biologique, un peu de voitures électriques, pardon de vous le dire, ça ne sert à rien. En tout cas sur l'issue. Il faut faire les choses en grand. Mais il faut changer d'état d'esprit. Pardon de commencer par ça, mais c'était très important. Et je souhaite simplement, pour vous le dire, que cette convention, je ne sais pas ce qui va en sortir, mais je l'accueille d'abord parce que je sens un état d'esprit ici qui devrait quelque part inspirer les politiques. Parce que vous êtes au-delà, vous connaissez à peine, vous avez des parcours de vie différents. Je sais que certains se sont levés à 3h du matin pour être là. Mais vous êtes tendus vers un objectif, vous êtes habités par cet objectif. Et vous mettez éventuellement quelques différences que vous pouvez peut-être avoir, politiques, religieuses, que sais-je, économiques. Mais vous vous êtes réunis sur l'essentiel. Et moi j'espère que cette participation citoyenne, dont le politique peut s'inspirer, il a besoin des citoyens. À la fois il a besoin de faire comprendre aux citoyens la pertinence des changements, mais qui comprennent bien que personne n'est détenteur exclusif de l'intelligence ou de la créativité. Et j'espère que cette présence des citoyens dans une institution qui pourrait peut-être être une émanation de cette Chambre, eh bien, elle soit confirmée sur la longueur pour que, en permanence, parce que nos démocraties sont usées, fatiguées par rapport à la précipitation du temps, à la complexité, et notamment à la complexité, et j'en termine, parce que ça permettra d'être un tout petit peu tolérant sur l'action politique, de combiner les enjeux du court terme avec les enjeux du long terme. Parce que la pression du court terme est toujours beaucoup plus forte sur l'exercice des politiques que la pression du long terme.